Le gouvernement américain attaque le Venezuela et il est clair que l'objectif de Washington est un changement de régime. Depuis des décennies, les États-Unis tentent de renverser le gouvernement révolutionnaire de gauche du Venezuela et il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, il se trouve que le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde et les entreprises américaines de combustibles fossiles veulent accéder à ces réserves. C'est donc certainement un facteur majeur, mais ce n'est pas le seul. Car en réalité, le gouvernement américain attaque depuis des décennies tous les gouvernements de gauche indépendants en Amérique latine et a tenté de les renverser pour imposer des régimes fantoches de droite dirigés par des oligarques qui serviront les intérêts des entreprises américaines. Cela remonte à l'époque des soi-disant républiques bananières, lorsque la CIA a organisé des coups d'État pour renverser des dirigeants de gauche indépendants et démocratiquement élus en Amérique latine au profit de la United Fruit Company, aujourd'hui connue sous le nom de Chiquita. C'est ce qui s'est passé en 1954 lorsque la CIA a renversé le dirigeant de gauche démocratiquement élu du Guatemala, Jacobo Arbenz, qui n'était pas communiste. Il était simplement un nationaliste de gauche qui voulait une réforme agraire. Il voulait donner des terres aux paysans sans terre, aux agriculteurs, pour les aider à avoir une vie meilleure, et cela a mis en colère les entreprises américaines, alors ils ont renversé son gouvernement. Le Guatemala n'a pas de pétrole. Cuba non plus ne possède pas de réserves de pétrole significatives, et pourtant le gouvernement américain tente d'étouffer Cuba depuis plus de 60 ans avec un blocus illégal. Et chaque année à l'Assemblée générale des Nations unies, presque tous les pays du monde, plus de 98% des États membres de l'ONU, votent pour condamner le blocus illégal des États-Unis contre Cuba, et pourtant il continue en violation flagrante du droit international. Donc il ne s'agit pas seulement de pétrole. Bien sûr, le pétrole fait partie de l'histoire, mais il s'agit ici d'une tentative de l'Empire américain d'imposer son hégémonie sur l'Amérique latine et de renverser tous les gouvernements progressistes et indépendants. Et c'est particulièrement vrai aujourd'hui, car nous sommes dans une nouvelle guerre froide. Les États-Unis mènent aujourd'hui une deuxième guerre froide contre la Chine et ils veulent empêcher tous les pays de la région d'entretenir des liens étroits avec la Chine, mais aussi avec la Russie. Or, le gouvernement révolutionnaire du Venezuela est étroitement allié à la Chine, à la Russie et également à l'Iran. Ainsi, le gouvernement américain a lancé de nombreuses tentatives de coup d'État au Venezuela et l'administration de Donald Trump a initié une nouvelle tentative de coup pour essayer de renverser le président vénézuélien Nicolás Maduro. Et pour ce faire, l'administration Trump a fabriqué des mensonges absurdes, prétendant soi-disant lutter contre les cartels de la drogue, ce qui est complètement ridicule. Aujourd'hui, je vais examiner les preuves montrant comment l'administration Trump ment pour justifier une nouvelle tentative de coup d'État. Un autre facteur à garder à l'esprit est la dédollarisation. En effet, Trump a menacé à plusieurs reprises les pays du monde entier qui tentent d'abandonner le dollar américain et d'utiliser d'autres devises dans le commerce international. Trump a très peur de la dédollarisation et le Venezuela est au centre du mouvement mondial de dédollarisation, et ce, non seulement ces dernières années, mais depuis au moins une décennie. Déjà en 2017, en réponse aux sanctions unilatérales illégales des États-Unis, le Venezuela a annoncé qu'il cesserait de vendre son pétrole en dollars et qu'il le vendrait désormais dans la monnaie chinoise, le yuan ou renminbi, la Chine étant le principal acheteur du pétrole vénézuélien. Ainsi, les États-Unis veulent déstabiliser et renverser le Venezuela également pour envoyer un message aux autres grands producteurs de pétrole dans le monde. Il y aura de graves conséquences s'ils défient la dictature mondiale du dollar américain et tentent de vendre leur pétrole dans d'autres devises. L'Empire américain ne tolérera pas cela. D'ailleurs, c'est exactement ce que les États-Unis ont fait à l'ancien dirigeant irakien Saddam Hussein. Et je ne dis pas que c'était la seule raison de l'invasion illégale de l'Irak par les États-Unis en 2003, mais c'était certainement un facteur. Saddam Hussein vendait le pétrole irakien non pas en dollars, mais en euros, et il envisageait également de le vendre dans d'autres devises. L'Empire américain a vu cela comme une menace majeure pour le système du pétrodollar, qui garantit la demande mondiale pour le dollar américain et permet au gouvernement des États-Unis de creuser d'énormes déficits tout en ayant des coûts d'emprunt bien inférieurs à ceux d'autres pays ayant des déficits similaires.
Et le fait que d'autres pays aient besoin de dollars pour payer les importations de pétrole et d'autres matières premières stratégiques garantit également la demande mondiale pour le dollar américain, ce qui permet aux États-Unis de continuer à enregistrer d'importants déficits commerciaux avec le reste du monde, des déficits du compte courant, sans subir l'inflation significative à laquelle seraient confrontés d'autres pays affichant de tels déficits commerciaux importants. Donc encore une fois, ce n'est pas une nouvelle politique sous Trump. Depuis des décennies, le gouvernement américain menace les producteurs de pétrole du monde entier afin de maintenir la dictature mondiale du dollar américain. Et le Venezuela a été un adversaire majeur de ce système du pétrodollar. C'est donc une autre raison pour laquelle le gouvernement américain tente depuis des décennies de renverser le gouvernement révolutionnaire du Venezuela. Aujourd'hui, la situation est très dangereuse car l'armée américaine menace directement le Venezuela. Fin août, l'administration Trump a déployé 3 navires de guerre et plus de 4000 marines au large des côtes du Venezuela, menaçant de faire la guerre. Puis, début septembre, l'administration Trump a lancé des attaques contre des bateaux au large des côtes vénézuéliennes, tuant 11 personnes dans un bateau. L'administration Trump a alors affirmé, sans aucune preuve, que ces personnes tuées par l'administration Trump étaient soi-disant des trafiquants de drogue. Mais tout d'abord, je dois souligner qu'encore une fois, il n'y a aucune preuve de cela. L'administration Trump s'attend à ce que nous les croyions sur parole. Mais deuxièmement, même s'il est vrai qu'il s'agissait de trafiquants de drogue, le gouvernement américain ne peut pas simplement les tuer. Ce sont des étrangers sur un territoire étranger. C'est une violation flagrante du droit international. C'est soit un acte de guerre, les États-Unis déclarent la guerre au Venezuela, soit un acte de terrorisme international. Et ce récit ridicule que l'administration Trump essaie de fabriquer, selon lequel le Venezuela serait soi-disant un grand producteur de drogue, est complètement faux. Il suffit de regarder les données de base des Nations Unies, des principaux experts internationaux sur le commerce mondial de la drogue, et l'on voit que le rôle du Venezuela dans la production mondiale de drogue est très minime. En fait, le voisin du Venezuela, la Colombie, est responsable de la grande majorité de la production de cocaïne dans le monde, près des 2/3, selon les données de l'ONU. Et ce n'est pas un hasard si la Colombie est historiquement l'allié le plus proche des États-Unis en Amérique latine. En fait, l'ancien président colombien multimillionnaire et de droite, Álvaro Uribe, qui a été historiquement l'un des alliés les plus proches des États-Unis en Amérique latine, a été étroitement lié au cartel de la drogue pendant des décennies et les agences de renseignement américaines le savaient, et pourtant, le gouvernement américain a fortement soutenu Uribe lorsqu'il était président de la Colombie. De manière orwellienne, Washington affirmait que Uribe aidait à mener la soi-disant guerre contre la drogue, alors qu'en réalité, ce dirigeant politique de la droite colombienne, l'homme politique le plus puissant du pays, collaborait de très près avec le tristement célèbre cartel de Medellín, dirigé par son ami de longue date, Pablo Escobar, le trafiquant de drogue le plus notoire de l'histoire. L'absurdité du double standard américain concernant la drogue est également très évidente lorsqu'on examine un autre proche allié des États-Unis en Amérique latine, à savoir l'Équateur, qui est gouverné par un président de droite pro-américain nommé Daniel Noboa. Son père, Álvaro Noboa, est l'une des personnes les plus riches du pays. C'est un milliardaire, il possède une entreprise de commerce de bananes et détient des ports privés en Équateur. Et il est largement connu dans le pays, cela a été largement rapporté, qu'il utilise son entreprise de commerce de bananes et ses ports privés pour faire passer de la cocaïne dans des caisses de bananes et exporter cette cocaïne vers d'autres pays. Pendant ce temps, Daniel Noboa est un proche allié du gouvernement américain. Il a été invité à l'investiture présidentielle de Donald Trump. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'il est citoyen américain. Il a la double nationalité américaine et équatorienne. Même s'il est le président de l'Équateur, il est né à Miami, en Floride. Il a passé une grande partie de sa vie à grandir et à étudier aux États-Unis, et pourtant aujourd'hui il gouverne l'Équateur au nom des États-Unis. Il a signé une loi qui permet à l'armée américaine d'entrer en Équateur à tout moment et pour n'importe quelle raison, sans l'approbation du gouvernement équatorien, ce qui relève tout simplement du néocolonialisme.
Et tout le monde sait que sa famille est étroitement liée au cartel de la drogue, et pourtant le gouvernement américain n'a aucun problème avec ça, parce qu'il est un fidèle pantin des États-Unis. C'est la réalité. En fait, cela fait longtemps que le gouvernement américain, bien avant l'administration Trump, aussi bien sous les républicains que sous les démocrates, est allié aux pires trafiquants de drogue d'Amérique latine. Donc ce n'est pas le Venezuela qui est responsable de la production de cocaïne, c'est le voisin du Venezuela, la Colombie, puis le deuxième plus grand producteur est le Pérou, un autre allié de longue date des États-Unis dans la région avec un gouvernement de droite, et le troisième plus grand producteur est la Bolivie. Mais ce que l'administration Trump essaie de faire, ce n'est pas seulement de mentir sur le Venezuela, c'est aussi de façon très cynique de confondre la cocaïne et le fentanyl. Parce que la grande majorité des décès liés à la drogue aux États-Unis ont été causés par des opioïdes synthétiques et non par la cocaïne, et principalement par le fentanyl. Et si vous consultez les rapports du gouvernement américain de la DEA, la Drug Enforcement Administration, vous pouvez voir que dans leur rapport sur le flux de fentanyl vers les États-Unis, ils ne mentionnent même pas le Venezuela. Ils mentionnent le Mexique, et bien sûr, ils accusent aussi la Chine et l'Inde pour les ingrédients précurseurs qui entrent dans la production de fentanyl. Mais selon les propres données du gouvernement américain, la grande majorité du fentanyl aux États-Unis provient du Mexique et non du Venezuela. Le Venezuela n'a rien à voir avec les problèmes de fentanyl aux États-Unis qui ont causé tant de morts. Et d'ailleurs, selon les propres données du gouvernement américain, 86,4% des personnes condamnées pour trafic de fentanyl vers les États-Unis sont des citoyens américains. La grande majorité sont des citoyens américains, pas des Mexicains, et encore moins des Vénézuéliens. Le Venezuela n'a rien à voir avec cela. Si vous consultez les rapports des Nations Unies ou des principaux experts internationaux sur le trafic de drogue, ils n'identifient pas le Venezuela comme un pays producteur de drogue, y compris la cocaïne, et encore moins le fentanyl. Le Venezuela est un pays de transit, comme pratiquement tous les pays d'Amérique latine et de nombreux pays en Europe. Donc la cocaïne est produite chez un allié proche des États-Unis, la Colombie, puis aussi au Pérou et en Bolivie, et peut-être qu'elle transitera par le Venezuela, mais elle passe aussi par le Brésil, l'Équateur, le Mexique, le Guatemala, l'Espagne et la France. Mais le gouvernement américain ne se soucie pas des faits, car il ne s'agit pas de faits réels. Il s'agit d'une tentative de coup d'État au Venezuela. Et le secrétaire d'État américain et conseiller à la sécurité nationale, Marco Rubio, a vendu la mèche lorsqu'il s'est emporté lors d'une conférence de presse en expliquant avec colère que les États-Unis se moquent des Nations Unies. Il a attaqué les experts de l'ONU et il a déclaré que le président Maduro du Venezuela, le président constitutionnel du Venezuela reconnu par les Nations Unies, Marco Rubio, a dit qu'il s'agissait soi-disant d'un trafiquant de drogue inculpé qui serait en fuite devant la justice américaine, comme si le système judiciaire américain pouvait poursuivre des dirigeants étrangers dans des tribunaux américains sur la base d'accusations fabriquées par le gouvernement américain. C'est absolument insensé. Le gouvernement américain agit comme un dictateur international en affirmant que la loi américaine s'applique à tout le monde dans le monde entier, y compris aux chefs d'État étrangers. Et le gouvernement américain fabrique des accusations totalement fausses contre des dirigeants étrangers, les juge par contumace dans des tribunaux américains dignes d'une parodie de justice, puis tente de les emprisonner aux États-Unis et d'essayer de renverser leur gouvernement indépendant et souverain reconnu par le droit international. Dans le cadre de ces accusations totalement bidons et fabriquées de toutes pièces que le gouvernement américain a portées contre Maduro, Washington affirme que Maduro serait soi-disant le chef d'un cartel de la drogue appelé le cartel de Los Soles, le cartel du soleil, qui n'existe pas. Il a été entièrement inventé par le gouvernement américain. Avant que le gouvernement américain ne commence à parler de ce soi-disant cartel, personne d'autre n'en avait jamais parlé. Littéralement, le gouvernement américain l'a inventé. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis. Même le président de la Colombie, Gustavo Petro, a dit exactement la même chose. Il a tweeté, je cite, « Le cartel du soleil, El Cartel de Los Soles, n'existe pas. C'est le prétexte fictif de l'extrême droite pour renverser les gouvernements qui ne leur obéissent pas. »
Fin de citation. Ce sont les mots du président démocratiquement élu de la Colombie, Gustavo Petro, qui est en réalité le premier dirigeant indépendant de la Colombie dans l'histoire moderne. Il est le premier dirigeant de gauche de toute l'histoire de la Colombie. Pendant presque toute l'histoire moderne de la Colombie, le pays a été gouverné par des oligarques de droite, obéissant marionnettes des États-Unis, qui faisaient tout ce que Washington voulait. Petro est le tout premier dirigeant indépendant, ce qui explique d'ailleurs pourquoi l'administration Trump a été liée à des tentatives de coup d'État pour essayer de renverser Petro, et en particulier, le secrétaire d'État américain Marco Rubio n'a cessé d'attaquer Petro et le gouvernement colombien. Mais Petro a clairement indiqué que le gouvernement américain avait fabriqué ces accusations pour tenter de justifier une tentative de coup d'État. Et Petro a souligné que les problèmes internes du Venezuela devaient être résolus par les Vénézuéliens eux-mêmes et non par des puissances extérieures. Mais la réalité est que le gouvernement américain a lancé de nombreuses tentatives de coup d'État au Venezuela au cours des 2 dernières décennies pour essayer de renverser le gouvernement révolutionnaire de gauche du pays. Depuis que le gauchiste Hugo Chavez a remporté l'élection démocratique du Venezuela en 1998 et qu'il est devenu président élu en 1999, le gouvernement américain n'a cessé de tenter de le déstabiliser. En 2002, l'administration de George W. Bush a soutenu une tentative de coup d'État contre le président démocratiquement élu Hugo Chavez, et Chavez a effectivement été brièvement renversé. Le gouvernement américain a immédiatement soutenu un dictateur non élu, un oligarque de droite multimillionnaire nommé Pedro Carmona. Les États-Unis l'ont soutenu malgré le fait qu'il n'ait pas été élu. Cela n'a donc rien à voir avec la démocratie au Venezuela. Le gouvernement américain a été le principal ennemi de la démocratie au Venezuela pendant des décennies, essayant de renverser à de nombreuses reprises le gouvernement démocratiquement élu du Venezuela afin de mettre au pouvoir des oligarques de droite qui serviraient les intérêts des entreprises américaines, en particulier les compagnies pétrolières. Parce que Hugo Chavez a nationalisé l'industrie pétrolière au Venezuela et a expulsé les compagnies américaines de combustibles fossiles. Les États-Unis ont soutenu de nombreuses tentatives de coup d'État contre Chavez lorsqu'il était président, puis il est mort en 2013. Et le successeur de Chavez, issu du Parti socialiste unifié du Venezuela, fut Nicolás Maduro, qui a remporté l'élection présidentielle de 2013. Et puis, immédiatement après, les États-Unis ont lancé une nouvelle tentative de coup d'État, une tentative violente en 2014, au cours de laquelle les États-Unis ont soutenu ces putschistes violents qui ont tenté de saboter le pays, détruit des infrastructures, érigé des barricades et incendié des bâtiments et des bus. Et puis en 2017, ils ont utilisé exactement les mêmes tactiques, les tristement célèbres Guarimbo, pour lancer une nouvelle tentative de coup d'État violente. Et d'ailleurs, ces tentatives de coup d'État ont eu lieu sous Barack Obama, le démocrate, qui en 2015 a déclaré que le Venezuela représentait, soi-disant, une menace extraordinaire pour la sécurité nationale des États-Unis, ce qui était complètement absurde, comme si le Venezuela allait attaquer les États-Unis. Mais la raison pour laquelle Obama a fait cela, c'est parce que c'était le moyen pour la Maison-Blanche de justifier l'imposition de sanctions unilatérales illégales qui violent le droit international. Mais à partir de 2015, les États-Unis ont essayé d'écraser l'économie vénézuélienne. Les États-Unis ont fait pression sur l'Arabie Saoudite pour qu'elle surproduise massivement du pétrole afin de faire chuter le prix du pétrole sur le marché mondial, ce qui a nui au Venezuela. Cela a également nui à la Russie, juste après l'annexion de la Crimée, lorsque les États-Unis ont commencé à imposer des sanctions à la Russie. Cela a nui au Brésil, les États-Unis soutenant un coup d'État en douceur contre la présidente démocratiquement élue, Dilma Rousseff, du Parti des travailleurs, ce qui a contribué à mettre au pouvoir le dirigeant d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Et en faisant chuter le prix du pétrole sur le marché mondial, les États-Unis ont également nui à l'Iran et ont tenté de forcer l'Iran à venir à la table des négociations pour signer l'accord nucléaire iranien, ce que l'administration Obama a fait, puis l'administration Trump s'est retirée unilatéralement de cet accord international en violation du droit international. Ainsi, le Venezuela a été au cœur de cette stratégie géopolitique américaine visant à écraser les pays indépendants et les rivaux afin d'imposer l'hégémonie des États-Unis sur le monde entier.
Et dans le cas du Venezuela, Obama a commencé à imposer des sanctions au Venezuela, puis, lorsque Trump est arrivé au pouvoir lors de son premier mandat en 2017, il a considérablement élargi ses sanctions afin d'écraser l'économie vénézuélienne pour empêcher le Venezuela d'exporter son pétrole. Et pendant 100 ans, avant même la naissance d'Hugo Chavez, avant le début de la révolution bolivarienne, le Venezuela a été un État pétrolier. La grande majorité des revenus du gouvernement, pendant de nombreuses décennies, provenaient des exportations de pétrole. Imaginez ce qui se passerait si les États-Unis imposaient un blocus économique à l'Arabie saoudite. La monarchie saoudienne s'effondrerait probablement en 1 ou 2 semaines, alors que le gouvernement vénézuélien n'a pu tenir que parce qu'il existe encore un soutien populaire à la révolution bolivarienne qui, pour la première fois dans l'histoire du Venezuela, a utilisé la richesse pétrolière du pays pour financer des programmes sociaux, construire des millions de logements pour les Vénézuéliens pauvres et issus de la classe ouvrière et financer l'éducation et la santé universelle et gratuite. C'est pourquoi le taux de pauvreté avait considérablement diminué et la croissance économique était en réalité très saine jusqu'à ce que les États-Unis commencent à imposer de lourdes sanctions au Venezuela et que le prix du pétrole s'effondre sur le marché mondial pour des raisons géopolitiques. Et cela faisait partie d'une guerre économique visant à détruire l'économie du Venezuela. Et en fait, l'administration américaine de l'information sur l'énergie, la EIA, s'est publiquement vantée de l'effondrement de la production pétrolière du Venezuela. Parce que les sanctions empêchaient le Venezuela d'exporter du pétrole, de nombreux pays et entreprises étrangers avaient peur de faire des affaires avec le Venezuela par crainte de sanctions secondaires, tout comme beaucoup de pays et d'entreprises étrangères hésitent à commercer avec Cuba par peur des sanctions secondaires imposées par le gouvernement américain. Ainsi, la production pétrolière du Venezuela s'est effondrée. Le Venezuela ne pouvait pas non plus importer la technologie nécessaire pour moderniser, mettre à jour et réparer ses infrastructures pétrolières à cause des sanctions américaines. Et la principale experte des Nations Unies sur les sanctions, connue sous le nom de rapporteur spécial sur les mesures coercitives unilatérales, Alina Duon, a publié un rapport pour l'ONU dans lequel elle estime qu'en raison des sanctions illégales des États-Unis contre le Venezuela, le gouvernement vénézuélien a perdu plus de 99% de ses revenus. Et puis, en 2019, Trump a lancé une autre tentative de coup d'État flagrante dans laquelle il a nommé un homme politique d'opposition de droite peu connu, nommé Juan Guaidó, comme soi-disant président du Venezuela, alors même que Guaidó n'avait jamais participé à une élection présidentielle. Il n'avait pas obtenu un seul vote pour être soi-disant président. Mais les États-Unis ont forcé leurs alliés en Amérique latine et en Europe à reconnaître cette marionnette comme le président imaginaire du Venezuela et le conseiller à la sécurité nationale néoconservateur de Trump lors de son premier mandat, John Bolton, a ensuite admis dans une interview à CNN qu'il s'agissait d'une tentative de coup d'État. Il s'est d'ailleurs vanté de la difficulté qu'il y avait à organiser cette tentative de coup d'État ratée au Venezuela. Et en fait, il y a eu une invasion ratée du Venezuela soutenue par les États-Unis en mai 2020, connue sous le nom d'Opération Gideon, au cours de laquelle des dizaines de mercenaires vénézuéliens et colombiens, formés par des forces soutenues par les États-Unis dans le nord de la Colombie, ont lancé cette invasion ratée et ils étaient dirigés par 2 anciens membres des forces spéciales de l'armée américaine. C'est ainsi que cette opération a été surnommée de façon moqueuse la baie des cochonnets, en référence à l'invasion ratée de la baie des cochons à Cuba en 1961, soutenue par la CIA, où la CIA avait tenté de renverser le gouvernement révolutionnaire de gauche de Cuba. Et plus tard, des personnes impliquées dans cette opération ont admis à Vice News que la CIA avait participé à cette invasion ratée du Venezuela en mai 2020. En fait, le chef d'une société de mercenaires nommé Jordan Goudreau, ancien sergent des opérations spéciales américaines, a supervisé cette invasion ratée du Venezuela, formant ses mercenaires dans le nord de la Colombie. Il a également admis qu'il était en contact régulier avec des responsables de l'administration Trump pendant le premier mandat de Trump et qu'il les avait rencontrés en Floride. Cependant, après l'échec de l'invasion, le gouvernement américain s'est lavé les mains de tous les participants et l'administration Trump a déclaré « Oh, nous ne savons pas qui est ce Jordan Goudreau.
Nous n'avons rien à voir avec ça. Ce qui est évidemment la façon dont la CIA a toujours procédé. Quand leurs opérations échouent, ils abandonnent simplement leurs marionnettes et disent « Nous ne sommes pas au courant de cela ». Cela s'appelle la dénégation plausible. C'est pourquoi Jordan Goodrow était tellement en colère qu'il s'est publiquement insurgé contre la CIA et le FBI. Donc ce n'est pas nouveau. L'administration Trump a déjà tenté une invasion ratée du Venezuela en utilisant des mercenaires. Mais maintenant, ce que Trump essaie de faire lors de son second mandat, c'est de lancer une nouvelle tentative de coup d'État au Venezuela, mais cette fois, il élimine l'intermédiaire. Il n'utilise pas de mercenaires, de forces étrangères, ni la CIA. Il utilise l'armée américaine directement pour attaquer le Venezuela, pour essayer de déstabiliser le Venezuela. L'objectif est très simple. C'est de renverser la révolution bolivarienne, comme les États-Unis ont essayé depuis des décennies de renverser la révolution cubaine et la révolution sandiniste au Nicaragua.